Hello les étudiants. Donc on va commencer par un premier chapitre qui est le chapitre qui concerne tout entrepreneur. C'est la création de l'entreprise. Donc c'est expliqué dans un bouquin dont je vais vous mettre le support dans Teams. C'est à la page 55. Voilà, vous pouvez dire le chapitre plus l'audio et je vais mettre aussi vidéo en plus, ainsi que des documents en annexe par rapport à l'indépendant. On commence le chapitre, la création de l'entreprise. Donc on va au chapitre 1, les différentes catégories de travailleurs. Ça c'est un peu pour votre culture générale. Vous connaissez probablement les distinctions entre les travailleurs. Donc on a les fonctionnaires donc, qui travaillent pour l'État, ils sont liés à l'État directement. On dit qu'ils sont nommés. Le fait qu'ils soient nommés fait qu'ils peuvent être déplacés d'un endroit à un autre. Par exemple, des gens qui, voilà, peut-être on a des professeurs qui sont nommés, peut-être qu'ils vont aller aider les autres personnes pour le coronavirus, ils ont le certificat de premier secours. Par exemple, c'est ça, c'est le principe qu'on peut déplacer. Normalement, avec un salarié, c'est changer son contrat, le fait de changer la tâche. Tandis que lorsque l'on travaille pour l'État, on peut vous déplacer d'un endroit à un autre. Or, comme personne nommée, on peut penser à un juge, à un professeur, à un policier. La majorité des gens qui sont nommés ont passé l'examen CELOR qui est organisé donc à Bruxelles. Alors les travailleurs salariés, ce sont ceux qui travaillent pour quelqu'un, pour lequel il existe donc une notion importante, c'est le lien de subordination. Alors on distingue les employés, qui sont plutôt des prestations intellectuelles, des ouvriers qui sont des prestations manuelles. Toutefois, cette distinction a été fort amenuisée suite à la mise en place d'un statut unique entre ouvriers et employés. Avant, il y avait beaucoup de différences, maintenant il y en a beaucoup moins. Par exemple, avant, on avait le jour de carence qui était un jour qui n'était pas payé pour les ouvriers lorsqu'ils étaient malades parce qu'on estimait lundi ils n'avaient pas envie de travailler ou qu'ils revenaient, c'était la quit du lendemain. On leur donnait pas ce premier jour. Tout ça a été supprimé, sauf erreur, fin 2013, début 2014, c'était mis en place et on a mis en place des préavis uniques. Alors comme travailleur salarié, on peut avoir un ouvrier, on peut avoir un caissier, on peut avoir un médecin s'il travaille pour un hôpital dans le cadre d'un contrat de travail. On a aussi les travailleurs donc indépendants. Un travailleur indépendant, c'est quelqu'un qui travaille pour son compte, c'est quelqu'un qui est affilié à une caisse d'assurance sociale qui paye des lois tous les 3 mois. Donc ici, la personne n'a pas de lien de subordination. C'est ce qui la distingue essentiellement. Les contrats qu'il a avec les particuliers sont des contrats d'entreprise. Il n'a pas droit à l'ensemble des avantages de la sécurité sociale. Il n'a pas de vacances annuelles payées. Les travailleurs indépendants donc, sont soumis aux droits de l'entreprise et relèvent du tribunal de l'entreprise qui était avant le tribunal du commerce. Alors le travailleur indépendant, on le verra par après, lui va devoir organiser toute sa fiscalité lui-même. C'est-à-dire qu'il va devoir payer des impôts anticipativement et c'est les lois sociales, donc c'est lui qui va les payer tous les 3 mois. Tandis que lorsqu'on est salarié, on verra ça par après, on n'a rien à faire, c'est le patron qui fait tout. Donc il y a un prélèvement à la source, à l'ONSS et compte professionnel. Si vous regardez votre fiche de paye, vous avez dans la fiche de paye, vous avez ce qui est dédié au précompte professionnel. Parfois, vous pouvez demander à augmenter le précompte professionnel. Donc, vous allez avoir moins de net en fin du mois, mais ça va se répercuter sur les impôts. Vous aurez moins d'impôts à payer. On arrive à la page 56 qui concerne les différentes catégories de travailleurs indépendants. Donc, traditionnellement, on en distinguait 5, mais il faut savoir que cette différenciation, en fait, est un peu désuète car on a tout remplacé par la notion d'entreprise, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, y compris pour les associations. Donc on y reviendra là-dessus, mais les associations sont considérées maintenant comme des entreprises, tout comme une société anonyme, ou tout comme une SRL qui est la nouvelle société qui était anciennement la SPRL. Alors, donc, dans ces catégories, on distinguait, donc, pour votre culture, la profession libérale. La profession libérale, c'est une profession de type plutôt intellectuel qui résulte de l'obtention d'un diplôme. Et souvent, on va appartenir à ce qu'on appelle un ordre professionnel. Par exemple, les avocats donc, ont un diplôme, un master en droit, et appartiennent à l'ordre des avocats et sont soumis à des déontologies. On a aussi les médecins qui sont soumis à l'ordre des médecins. Alors, il faut savoir que lorsqu'on appartient donc à un ordre,
On a souvent des cotisations à payer chaque année pour faire vivre un petit peu cet ordre. Et il y a des mises en place collectives d'assurance, etc. Alors, il y a l'artisan, donc qui est aussi une classe. C'est celui qui va créer quelque chose de sa main, qui va créer un savoir-faire. Pour plus de détails, il y a plusieurs éléments de définition. Vous pouvez aller voir dans le bouquin si ça vous intéresse. On a également l'exploitant agricole, donc typiquement un fermier, un horticulteur, etc. L'intermédiaire commercial, c'est un représentant de commerce qui n'est pas soumis à un lien de subordination. On peut par exemple penser aux sous-agents d'assurance, les personnes qui viennent vendre des assurances d'essai par exemple, type Dela, etc. C'est ce qu'on appelle un intermédiaire commercial. Et pour le reste, ce sont des commerçants. Donc voilà, comme je le disais, c'est un peu pour mémoire parce que maintenant on est tous considérés comme une entreprise. On a soumis aux règles du droit de l'entreprise. On relève maintenant du tribunal de l'entreprise et non plus du tribunal de commerce. Maintenant, on va voir un petit peu la définition de l'entreprise et les différentes possibilités pour entreprendre. Donc voilà, on est dans le chapitre sur les entreprises. Donc une entreprise, c'est une personne physique ou une personne morale qui poursuit de manière durable un but économique. Alors, lorsque l'on veut se lancer, on se pose beaucoup de questions. Il y a deux possibilités. Donc là, on est vraiment dans une matière importante. C'est de savoir est-ce que l'on va entreprendre en personne physique ou est-ce que l'on va entreprendre en personne morale. Alors, vous avez à la page 58 et 59 les plus et les moins de chaque possibilité. Et je vais vous en dire quelques-unes. Donc, les avantages d'exercer en personne physique, c'est la rapidité et la simplicité. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de statuts à rédiger, on n'a pas besoin de notions juridiques. Rédiger des statuts, c'est quelque chose de très rébarbatif quand on ne s'y connaît pas. Alors, pour les ASBL, on peut les rédiger soi-même, on n'a pas besoin d'un notaire. Par contre, pour les autres sociétés, il faut passer devant un notaire, on doit le payer le notaire. Donc, il y a des coûts en plus. Alors, en personne physique, on n'a pas besoin de ce qu'on appelle le capital minimum. On peut agir directement sans mettre 15 000 € sur un compte en banque pour constituer le patrimoine de la société. Il y a un peu moins de formalités administratives à accomplir, même si on verra qu'il y en a. On est seul maître à bord, on a une large autonomie, on n'a pas d'associé. On va aller dans une direction, on va dans une direction. Il n'y a pas besoin de faire des assemblées générales de l'AG pour décider qu'est-ce qu'on va faire. Ça va vite. Et on est autonome. Alors, on a une comptabilité qui est dite simplifiée, moins compliquée que pour les sociétés. Alors, les inconvénients, il y en a deux grands. C'est le fait que lorsque l'on est en personne physique et que l'on veut entreprendre, on s'engage sur notre patrimoine propre. On est responsable des dettes qu'on va contracter en qualité d'entrepreneur. Notre patrimoine n'est pas protégé. On verra qu'en personne morale, ça change. Il y a aussi le fait qu'on est moins avantageux au niveau des impôts. Donc, lorsqu'on est amené à gagner une certaine somme d'argent, par la suite, il est plus avantageux de passer en société. Ah bon, voilà. D'ici là, la personne physique peut faire l'affaire tant qu'on n'est pas gagné énormément d'argent. Alors, il faut savoir que toute personne, en personne physique, jusqu'à 8 860 €, elle ne paye pas d'impôt sur cette tranche-là. Donc, c'est pas grand-chose, hein. Enfin, beaucoup de gens gagnent plus que ça. Donc, pour ce premier palier, on n'a rien payé. Ensuite, c'est progressif. On voit dans le bouquin, donc jusque 13 250 €, c'est 25%. On voit que ça augmente vite, de 13 250 € à 23 390 €, 40%. De 23 390 € à 40 480 €, 45%. Et à partir de 40 480 €, 50%. C'est énorme. Alors, il faut bien se dire que c'est progressif. C'est-à-dire, jusque 13 000 €, on va pas avoir 50%. Donc, dans notre revenu, si l'on gagne 50 000 € à l'année, eh bien, jusque 13 000 €, on va avoir 25%, puis de 13 000 à 23 000, on va avoir 40%, de 23 000 à 40 000, on va avoir 45%, et puis seulement, pour la petite partie, donc
On a 50 000 euros pour 10 000 euros seulement, on va être taxé à 50%. Donc c'est progressif. Alors, les autres inconvénients, c'est l'accès au crédit est moins favorable. Lorsque vous avez une boîte, il est plus facile d'avoir un crédit que sur sa tête propre. Le décès d'un entrepreneur met fin à l'entreprise, enfin, physique. Hein. Il n'y a pas de continuité après le décès. C'est assez logique. Alors, maintenant, on va passer à la personne morale. On va commencer par les désavantages. Donc, constituer une personne morale, c'est un coût non négligeable. Il faut, parfois, certaines sociétés exigent un capital minimum. Il faut le faut le payer. Alors, il y a des frais de notaire pour les statuts. Après, il faut publier vos statuts au moniteur belge. Et donc, pour la publication, ça coûte aussi de l'argent. Et pour chaque modification, ça vaut aussi en personne physique, que vous allez faire, vous allez devoir payer. Par exemple, vous changez de siège social, vous allez payer. Vous allez changer d'objet, vous allez payer. Donc lorsque vous faites en fait une modification dans vos statuts, il faut toujours essayer d'être le plus exhaustif et le plus clair possible pour ne pas toujours avoir à faire ces modifications qui sont d'une part contraignantes au niveau administratif et qu'on doit encore payer à chaque chose qu'on n'a pas indiqué ou qu'on a omise. Alors les avantages, l'avantage est très très important d'être en personne morale, c'est que on n'est pas engagé sur son patrimoine propre. Donc on a créé une sorte de fiction juridique, une entité propre, avec des droits et des obligations, comme si c'était un être qui nous sert un peu de paravent. On a quelque chose qui est devant nous pour les éventuelles catastrophes. On est protégé, donc sur son patrimoine, on a deux entités distinctes. Ça, c'est très important. C'est vraiment un avantage qui n'est pas négligeable. Si vous avez un crédit, par exemple, qui est fait au nom de votre société, cela percutera en principe à votre société. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une responsabilité de 3 ans pour les administrateurs au début. Mais passé ces 3 ans, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est l'avantage le plus important. On a aussi comme avantage la réunion des capitaux et des compétences. Donc, tout le monde a apporté un capital et la compétence de tout le monde est groupée. On a aussi une possibilité de cessibilité des actions sans pour autant changer le cours de la société. Si la société a 10 prêts sur le dos, il y a un actionnaire à 15% qui s'en va, il y a un actionnaire à 15% qui revient, ça ne change rien. La société est toujours la même, elle a toujours les mêmes obligations qui s'imposent au nouvel actionnaire. Alors l'avantage d'être en société, c'est, comme je vous l'avais dit, lorsqu'on gagne une certaine somme d'argent, c'est la fiscalité. On voit de 0 à 100 000 euros, 20%. 20% uniquement. Et à partir de 100 000 euros, 29%. C'est clairement plus profitable que les 50% auxquels on arrive en qualité de personne physique. On a un accès à un crédit facilité. La comptabilité, par contre, est plus compliquée. Donc ça, c'est mis dans les avantages, mais ça peut être un inconvénient. Donc c'est un avantage dans le sens où on a une comptabilité en partie double. C'est peu contestable au niveau fiscal. On a un truc bien rodé, bien cadré, mais c'est plus compliqué. Donc avantage, inconvénient, il y a à boire et à manger. Il y a aussi le fait que lorsqu'une personne décède, un associé décède, ça ne met pas fin à la société survit à la mort d'un de ses associés. Alors maintenant, donc page 59, on va voir un peu les règles communes aux sociétés de manière générale. Je vais vraiment aller vers ce qui est essentiel et ce qui est intéressant. Je vais faire l'impasse sur les choses plus précises, plus rébarbatives. Donc, comme je l'ai déjà dit, donc une société, c'est un être fictif, comme si on avait créé une personne avec des bras et des jambes, avec des droits et des obligations, qui va nous servir de paravent pour entreprendre. Donc, on va être protégé. Alors, il faut savoir, lorsque l'on crée une société, il va toujours y avoir un acte de base qui va être comme son acte de naissance. À telle date, la société sera créée et elle aura comme une date d'anniversaire. Cet acte constitutif est les statuts et les autres dispositions. Alors c'est dans ces statuts et autres dispositions qu'on va comprendre quelles sont les caractéristiques de la société. Comment fonctionne la société? Qui commande? Qui fait quoi? Y a-t-il un délégué à la gestion journalière? Comment est-ce que les règles de vote s'appliquent-elles? Alors cet acte constitutif sera publié au Moniteur belge.
comme je l'ai déjà dit précédemment, ça coûte de l'argent de publier quelque chose au Moniteur belge, qui est un journal disponible en ligne. Et chaque modification que vous aurez par rapport à ces statuts vous coûtera à chaque fois de l'argent. Alors, dans les statuts, on a toute l'information relative à la société. On a l'objet. Qu'est-ce que fait la société? On pourrait avoir une société immobilière. Ben, l'objet de la société, c'est d'être l'intermédiaire entre les gens pour vendre des biens. C'est la gestion locative. On pourrait avoir une société en matière de... un cabinet d'avocats. L'objet de la société, c'est de donner du conseil, la défense en justice et les prestations juridiques. Une société de nettoyage. L'objet, c'est effectuer du nettoyage pour des sociétés et des particuliers. Et des sociétés de construction. À chaque fois, c'est assez logique. La règle est la même. La dénomination, le nom de la société, c'est parce que André Dubois a créé une société que sa société s'appellera forcément André Dubois. La forme, la forme c'est le type de société. Société anonyme, société coopérative, société à responsabilité limitée. Quelle est la forme de la société? On verra ça par après. La région de son siège, les règles relatives aux procédures de vote, la durée de son existence. Alors dans un statut, on peut mettre que la société a une existence, on met illimité, mais on peut mettre aussi une durée dans laquelle, donc à la fin de cette durée, la société sera morte, entre guillemets. On peut mettre les dates des assemblées générales. Alors, il faut savoir que lorsque l'acte constitutif est déposé au greffe du tribunal de l'entreprise. Ce qui est possible de constituer pour vous, par exemple, c'est une ASBL. Vous pouvez faire l'exercice de... Il y a des modèles en ligne, vous rédigez des statuts. Donc, après, l'étape, c'est de prendre ces statuts et d'aller les déposer donc, au tribunal, en personne physique, au secrétariat du tribunal de l'entreprise. Moi j'avais une petite anecdote parce que j'ai aidé un ami à constituer une ASBL. Il y a des modèles, on a plus ou moins été conformé au modèle. Je l'ai aidé. Il y a eu deux petites difficultés. La première, c'est qu'on doit faire un virement pour publier les statuts et on a apporté la preuve de ce virement. Et j'avais fait un virement de 10 centimes en plus. Par ce virement de 10 centimes, j'ai dû recommencer l'opération. On m'a dit non, ce n'est pas possible, monsieur. Il faut verser le montant exact. Donc j'ai dû refaire un virement et j'étais à l'imprimeur pour imprimer la preuve de mon virement et je suis revenu pour ça. Et j'étais remboursé des mois après pour la création de cette ASBL. Donc on voit vraiment parfois comment la bureaucratie est lourde dans certains domaines. La deuxième erreur était que j'avais oublié dans la rédaction des statuts de mettre l'adresse du siège social. Et donc ça, il y a des gens donc, qui travaillent au Moniteur belge qui vérifient un peu le canevas des ASBL et donc ils voient, là il a vu qu'il manquait ça, ils m'ont contacté et j'ai redonné un autre document pour qu'ils le publient. Alors, il faut savoir que quand on est dans une grande société, il y a aussi les comptes qui sont publiés au Moniteur belge, etc. Et en fait, on verra par après, mais lorsque nous serons sur la banque Carrefour des entreprises, on verra après ce que c'est. On a accès, la banque Carrefour d'entreprise nous redirige vers les actes qui ont été publiés au Moniteur belge. Donc la dénomination, c'est le nom de la société. Le siège, c'est l'adresse de la société. Maintenant, la petite subtilité, c'est paru dans le code des sociétés et des associations, c'est que dans le statut, on n'est pas obligé de mettre l'adresse exacte maintenant. On peut le mettre dans les autres dispositions complémentaires. Donc on met juste la région qui est compétente. Par exemple, voilà, j'ai une boîte à Charleroi, je mets que c'est la région wallonne. Et ainsi, je ne devrais pas à chaque fois payer pour republier mon adresse si elle change. Ce sera dans un autre acte qui sont les autres dispositions. C'est une des modifications du code des sociétés et des associations. Il est aussi possible maintenant de mettre une adresse électronique où on peut être contactable et de publier son site internet dans l'acte constitutif. La nationalité, c'est le droit qui s'est applicable à la société. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais retenez simplement que le droit belge sera applicable dès le moment où le siège statutaire est en Belgique. L'administration, en fait, donc c'est une grande règle qui sera applicable pour toutes les autres sociétés. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans une société,
on aura le cerveau de la société qui sera l'assemblée générale, qui seront les associés de la société, et le bras exécutif, ce sera le conseil d'administration, ce sera des administrateurs. Et ça, cette règle-là, elle est transposable à toutes les sociétés. Et aux ASBL également. Alors, comme je l'ai dit, donc, les associés sont couverts par la personnalité juridique distincte de la société. Toutefois, attention aux bras, aux exécutifs, les administrateurs, leur responsabilité peut être engagée. On peut toujours créer une assurance pour les couvrir, c'est bien. En cas d'infraction, s'ils ne respectent pas les lois ou leur mandat, la société peut toujours décharger l'administrateur de son éventuelle responsabilité. Alors, la nullité des actes irréguliers des organes, ça simplement retenez que si un acte est irrégulier, alors un associé ou un administrateur pourra demander au tribunal la rectification de l'acte aux dépens des personnes qui l'ont prise, simplement parce que l'acte est illégal. La simple voix d'un associé par le constat de l'illégalité prévaudra sur la voix de plusieurs associés, simplement parce que c'est contraire à la loi. Alors, la déclaration des bénéficiaires actifs, retenez simplement que lorsque les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrés dans un registre, l'Ultimate Beneficial Owner, excusez-moi pour mon accent anglais, UBO. Donc, c'était mis en place par la loi anti-blanchiment. Tous les associés importants, tous les bénéficiaires importants d'actifs sont dans ce registre. Nous sommes maintenant à la page 62 qui concerne les sociétés. Alors en ce qui concerne la définition des sociétés, le Code des sociétés et des associations définit la société comme étant l'acte par lequel une ou plusieurs personnes font un apport pour exercer plusieurs activités dans le but de procurer un avantage patrimonial direct ou indirect. Voilà, donc il y a vraiment un but d'avoir du bénéfice. Alors, il y a différentes formes de sociétés. Voilà, on va y revenir plus loin, mais je vous les cite. Il y a la SRL, anciennement SPRL, la société coopérative. Alors, il y a les sociétés simples, la société en nom collectif et la société en commandite. On parlera un peu sur ces sociétés, mais elles ne sont pas très pertinentes dans le sens où il n'y a pas de véritable protection pour ces sociétés, on y reviendra. Donc il y a la société anonyme, sur laquelle on reviendra plus en détail par la suite. Alors en ce qui concerne la comptabilité des sociétés, ben écoutez, moi je suis pas comptable, vous ne serez pas interrogé là-dessus à l'examen. Simplement, juste pour le bon ordre et la bonne information, on va reprendre ce qui est nécessaire pour les sociétés qui ne sont pas simples et pour les sociétés, les micro-sociétés, donc une petite boîte, moins de 10 travailleurs, un chiffre annuel de 700 000 euros, un total bilan de 350 000 euros. Voilà, c'est des chiffres, c'est pas très important. C'est pour se faire un peu une idée. C'est à la page 63. Alors, pour les micro-sociétés, ce qu'on doit avoir, c'est une comptabilité en partie double, plus contraignant que pour les personnes physiques, donc. Des comptes ouverts définis dans un plan comptable, un inventaire adressé, des comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat, ainsi que l'annexe et les comptes annuels établis selon un micro-schéma. Je ne rentre pas dans les détails, c'est juste pour que vous ayez une idée. On doit également déposer les comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique. Et en fait, ce qu'il faut bien se dire par rapport à ça, c'est que plus la société est grande, plus il y aura de contrôle. Donc, juste à titre d'exemple, quand on arrive dans une grosse société, il y a un contrôle de compte qui est fait par un commissaire. Voilà, plus on grossit, plus on est contrôlé. Alors la fin de la société, donc pour une société normale, qui n'est pas dite simple, la fin c'est l'expiration du temps. Donc il faut savoir que lorsqu'une société est constituée, elle est soit pour une durée illimitée, donc on met dans les statuts illimités, donc l'expiration du temps ne mettra pas fin à la société. Par contre, on peut mettre une certaine durée dans les statuts, on peut mettre 5 ans. Et là donc, à la 5e anniversaire de la société sera morte entre guillemets. Et la deuxième possibilité, c'est la dissolution volontaire, avec les associés, bon, on met fin à la société, ou judiciaire, prononcée par un tribunal. Alors les autres concernent les sociétés simples, la mort d'un associé, l'interdiction. Alors il faut savoir que lorsqu'une société est dissoute, on peut comparer ça à d'autres éléments, comme un mariage, comme une faillite, etc. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une liquidation. On regarde ce que la société a,
et ce qu'elle doit payer, et ce qui va revenir aux personnes, et on regarde, on fait un état des lieux, et après on liquide tout pour les paiements, etc. Alors maintenant, on rentre dans un sujet donc vraiment intéressant. Donc je vous ai dit, la première chose qui pour moi est importante vraiment dans le bouquin, c'est la différenciation entre une personne physique et une personne morale, les avantages et les inconvénients pour entreprendre. Donc ça, c'est important de bien comprendre. Je pourrais vous demander, sous quelle forme entreprendriez-vous et pourquoi? C'est la base. Ensuite, c'est la SARL, j'aime bien parce que c'est vraiment, on va voir, une société qui est très attractive, intéressante. Elle a été réformée et c'est beaucoup plus facile d'entreprendre en SARL qu'auparavant. On va voir pourquoi. Donc la SARL, comme je l'ai dit, le législateur a voulu la rendre intéressante pour les citoyens. Il y a plein de choses qui ont changé. Notamment, je vais revenir par après, avant pour constituer une SPRL, il fallait un capital à apporter. C'était de l'ordre plus ou moins de 18 000 euros, sauf erreur. C'est juste pour, je connais pas le chiffre exact, mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte. Maintenant, on a supprimé ça. Il faut appeler ce qu'on appelle un patrimoine suffisant. Il n'y a plus en fait de capital minimal défini par une loi. On ne doit plus apporter forcément 18 000 euros, on peut apporter moins, etc. Ça dépendra de notre entreprise. Donc déjà ça a changé. Voilà, donc pour entreprendre un projet, c'est assez pratique. Alors, ce qui coûtera encore de l'argent, c'est le fait que contrairement à une ASBL où on peut rédiger les statuts, ici, on doit agir sur la forme authentique. C'est-à-dire que les statuts doivent être rédigés par un notaire. Alors la SRL peut être constituée par plusieurs ou une. C'est aussi un avantage. On peut constituer tout seul sa SRL. C'est pas négligeable. Alors, on a la page 64. Ça, c'est un point très important. Comme je vous ai dit, la SRL est une société dépourvue de capital maintenant. Alors, on engage seulement ses apports. Ce qui change aussi, c'est que l'apport peut être constitué en numéraire, de l'argent, en nature, un immeuble. Mais ce qui change et qui est intéressant, c'est que l'apport peut être apporté en industrie. Ça, c'est très très sympa. Pourquoi? C'est-à-dire, par exemple, que si vous montez une boîte, par exemple dans le codage, dans les logiciels, je ne suis pas expert en la matière, mais il pourrait y avoir deux personnes plutôt profanes, allez, on va dire des marketeurs, qui se mettent ensemble et qui apportent de l'argent. Et ils vont aller chercher, donc c'est possible, un codeur, donc quelqu'un qui est expert en la matière, mais qui n'a pas un bal, et qui va donner son savoir-faire ou la création d'un logiciel et qui va être estimé dans l'entreprise. Donc ça c'est nouveau, et ça rend encore plus la SRL attractive et flexible. On le dit dans le bouquin, il n'y a pas de minimum forfaitaire d'apport requis, mais les associés fondateurs devront constituer pour la société un patrimoine suffisant. Alors en ce qui concerne, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des mécanismes des sociétés, mais voilà, en ce qui concerne les actions, la règle c'est une action, une voix, plus on a d'actions, plus notre voix sera importante. C'est la règle de proportionnalité, mais on peut déroger à ça. On peut prévoir que des actions n'auront pas de voix. Tout est modulable. Du moment qu'on le met par écrit, en bonne forme, ça peut se faire. Alors voilà, important, ce qu'on doit faire, c'est un plan financier pour la SRL. Un plan financier, c'est un business plan pour une durée de 2 ans. On va estimer quel sera l'apport minimal suffisant pour que la société puisse exister 2 ans. Ce bilan financier ne doit pas obligatoirement être fait par un comptable, il peut être fait par vous, mais il doit être fait soigneusement. Parce qu'en matière de responsabilité, on verra par après, il y a toujours la petite responsabilité des 3 ans qui est là. Il faut que le business plan ressemble à quelque chose qui soit cohérent. Alors, les organes, on ne va pas rentrer non plus dans les détails, mais ce qui est important pour moi que vous reteniez, c'est ce que je vous ai dit auparavant qui s'applique pour toutes les sociétés. L'assemblée générale, c'est le cerveau de la société. Elle est constituée des associés, donc des personnes qui ont mis de l'argent. Le conseil d'administration, c'est le bras exécutif
qui va exécuter ce que le cerveau a décidé seront des administrateurs qui pourront être payés à titre indépendant dans le cadre de leurs fonctions. Alors important, pour la distribution des bénéfices. On peut toujours distribuer un bénéfice, mais sous 2 conditions. Il y a 2 tests à avoir, un test de solvabilité et un test de liquidité. Alors le test de solvabilité, donc on va regarder si, après distribution de l'actif, du bénéfice, si la société ne sera pas en négatif après ça. Il ne faut pas que la société soit en négatif par la distribution du bénéfice. Le test de liquidité, c'est un peu la même idée. On regarde si ça ne va pas empêcher le remboursement de la société pour ses dettes. Le fait qu'on ait un bénéfice. On peut s'octroyer un bénéfice, mais pas au péril de la société. C'est un peu ça l'idée. Et on voit la procédure de sonnette d'alarme. L'administrateur a l'obligation, et là sa responsabilité peut être engagée, de tirer la sonnette d'alarme. Elle porte bien son nom, cette sonnette d'alarme. Donc c'est d'avertir l'Assemblée Générale qu'il y a un problème, que la société qu'il y a un problème, que la société ne pourra plus honorer ses dettes pour une période de 12 mois prochains. Et donc là, l'administrateur doit le mettre au point à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. Alors, la responsabilité des fondateurs. Ils sont responsables si la société tombe en faillite dans les 3 ans et si on s'aperçoit que le business plan était insuffisant pour que la boîte vive 2 ans. Donc cette société, je vous ai dit les avantages. Ça, c'est une question que j'aime bien. Qu'est-ce qui remplace la SPRL? Quoi? C'est la SRL. Quels sont les avantages? On les a dit. Le fait de pouvoir entreprendre seul. La nouvelle notion de l'apport, c'est important. Et m'expliquer un petit peu le business plan, comment ça fonctionne, c'est important aussi. Donc maintenant, on arrive à la société coopérative. C'est pas une société vraiment que vous allez prendre pour entreprendre. Je vais vous expliquer c'est quoi. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce que c'est déjà la société coopérative. Donc c'est à la page 67. La société coopérative en fait va servir aux besoins de ses fondateurs. Donc on le voit pour une satisfaction de ses actionnaires dans un but de développement de projets qui sont à caractère éducation, formation, apport de bien-être, développement, culture, finalité sociale, etc. Donc il faut 3 associés coopérateurs et l'acte constitutif devra être authentique donc devant notaire. Voilà, donc à titre d'exemple, comme société coopérative, sauf erreur, la Smart est une coopérative. La Smart c'est quoi? C'est une boîte qui va se charger du secrétariat social d'entrepreneurs et du calcul d'impôts et de conseils juridiques. Donc en gros, ça profite à tout le monde. Donc en gros, ça profite à tout le monde dans un but d'utilité de comptabilité, secrétariat, etc. C'est un grand secrétariat social. On parle dans les sociétés coopératives d'actionnariat ouvert. C'est-à-dire que tout le monde peut prendre une part dans la coopérative et la retirer. Donc, pour reprendre l'exemple de la Smart, sauf erreur, je pense qu'on paye 30 € par an. On paye ces 30 €. On est un associé de la coopérative. Et donc, on a droit, encore comme je l'ai dit, à tout le secrétariat. Voilà, mais la finalité de la coopérative en soi, c'est pas notre activité. Nous, notre activité, peut-être que quand on va aller à la Smart, un architecte va aller à la Smart, son activité, c'est d'être architecte. Mais il est associé dans une coopérative qui va l'aider dans ses démarches administratives. C'est un peu ça la société coopérative. Comme société coopérative, je pense que... Donc c'est sous réserve que je dis ça parce que j'ai pas été vérifié. Mais il y a une nouvelle banque qui s'est développée, c'est Newbie. Donc là, dans cette banque, tout le monde apporte un apport. Et c'est ce qui constitue le fonds de la banque. Tout le monde apporte un apport qui va constituer la banque et ça servira aux actionnaires pour leur service bancaire. Dans les grosses lignes. Hein. Et comme ça, vous avez un petit peu des idées de ce qu'on entend par coopérative. Alors, la société en nom collectif. Et je vais aller très vite là-dessus parce qu'elle n'a pas vraiment d'intérêt. La société en nom collectif, c'est une société simple. Donc, il n'a pas de bouclier comme on en a parlé auparavant. De protection. Ce n'est pas une entité juridique distincte. Donc, on est tenu sur son patrimoine en cas de pépin.
Elle est constituée par deux associés et par un acte où c'est un privé. Un acte où c'est un privé, c'est qu'on ne doit pas aller devant notaire. Elle n'a pas vraiment d'utilité. Enfin, on peut envisager deux personnes qui décident de se mettre ensemble, mais c'est comme s'ils étaient en personne physique, entre guillemets. Alors la société en commandite, c'est également une société simple. Je vais vous expliquer le mécanisme. Donc là-dedans, on a deux personnes. On a une personne, un associé qui sera le commandité, le maître de l'affaire. C'est celui qui va diriger la boîte, entre guillemets. Et derrière, il y aura quelqu'un qui va apporter de l'argent, ce sera un bailleur de fonds. Ce sera le commanditaire. Le commandité est solidairement responsable des dettes de la société, de l'ensemble des dettes, tandis que le commanditaire, celui qui a apporté du cash, n'est tenu qu'à son apport. Donc, qu'à ce qu'il a apporté. Alors, dans les autres sociétés simples, on parle aussi des sociétés momentanées. Donc, par exemple, pour répondre à un cahier de charges, on pourra avoir, imaginons une commune qui veut retaper un bâtiment pour en faire une crèche. Elle va faire un cahier de charges. Et dans ce qu'elle demande, c'est la réparation de la toiture et du gros œuvre. Alors, il y a un entrepreneur qui pourra être intéressé pour le gros œuvre, mais il dira, mais je ne peux pas répondre au cahier de charges. Alors, ce que je vais faire, je vais créer une société momentanée avec quelqu'un qui fait la toiture pour répondre au cahier de charges. Ça, c'est un but pratique, mais c'est pas vraiment une société, quoi. Alors la SA, donc la SA, c'est lorsqu'on a besoin de capitaux importants et qu'on va faire appel à l'épargne publique par l'émission de titres bancaires divers. La SA est constituée donc par un ou plusieurs actionnaires dont les apports doivent être au minimum de 61 500 €, en numéraire ou en nature. À l'exclusion d'apports en industrie. Donc voilà, on parlait des difficultés, donc voilà, on parlait des désavantages pour les sociétés. Un des désavantages, c'est clairement parfois l'apport. Ici, on a un apport important. Parce qu'il n'y en a pas en personne physique. En personne physique, on n'a pas besoin d'apport. Alors, une autre forme de personne morale, c'est les associations. Alors, il faut savoir que le législateur, dans le Code des sociétés et des associations, a modifié pas mal de choses. Notamment, les ASBL sont considérées comme des entreprises à l'heure actuelle. Maintenant, les ASBL peuvent faire des opérations mercantiles, donc du commerce. Ça, on ne pouvait pas le faire vraiment avant. Maintenant, c'est fait. Donc, il n'y a plus de grande différence avec une société. Alors, les ASBL doivent être constitués par 2 membres effectifs. On doit faire des statuts, donc nous-mêmes, un acte ou un privé qu'on dépose au greffe du tribunal de l'entreprise. Donc, chaque fois qu'on dit au greffe, en fait, c'est le secrétariat du tribunal. Alors, dans les ASBL, l'important est que on ne distribue pas les bénéfices aux membres. C'est ce qui différencie les sociétés des ASBL. Donc, il n'y a pas de dividendes dans les ASBL à proprement parler. Mais c'est pas pour ça qu'en ASBL, on peut créer de l'emploi. Il y a plein de grandes ASBL où on a des contrats de travail. On peut se défrayer pour ses frais, l'essence, etc. Voilà, donc l'ASBL a pas mal d'avantages. Elle n'est pas soumise à l'imposition. Elle peut être constituée par 2 personnes. On est protégé parce que c'est une personne morale quand même. Maintenant, la notion d'acte de commerce n'est plus interdite. Alors, toute la difficulté avec les ASBL, c'est que c'est tout nouveau et qu'on ne sait pas trop ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, il y a une certaine insécurité juridique. Si on entend une ASBL comme une entreprise actuellement, on pourrait se dire qu'on pourrait créer une agence immobilière pour vendre des immeubles, pour distribuer une partie des bénéfices à quelque chose de charitable. Alors il faut toujours que le but soit culturel, social, philanthropique, etc. Il faut rentrer dans les cases. Mais on pourrait avoir un salon de coiffure pour dire que c'est pour aider les gens qui ont moins d'argent avec des prix plus bas, par exemple. Et là donc la différence, c'est qu'on ne pourrait pas directement se procurer un bénéfice du salon de coiffure. Mais on pourrait être par exemple indépendant, donc ça n'a ASBL. Ça c'est possible. Donc que l'ASBL nous paye comme indépendant pour l'activité. Donc on peut entre guillemets gagner de l'argent dans l'ASBL, mais il faut voir les choses différemment. Il faut savoir que quand on crée une société et qu'on est associé,
On travaille pas directement toujours pour la société, parfois on est juste actionnaire. Et la boîte, elle fonctionne avec des gens qui travaillent, des administrateurs, des travailleurs, des salariés, etc. Et nous, on touche le fruit du travail d'autres personnes parfois. Ici, on peut se procurer un salaire via notre travail. Pour un contrat de travail en bonne et due forme, c'est un peu plus controversé car on estime qu'on peut pas être son patron, donc être à la fois fondateur et être salarié parce qu'il n'y a pas de lien de subordination. Donc pour bien faire, il faut que les fondateurs ne soient pas nous, si on est salarié dans la SBL. Je rentre pas trop dans les détails parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant, on sait pas trop ce qu'on peut pas faire. Ce qui va se passer, donc, c'est que les tribunaux vont avoir des cas et vont juger ce qui est convenable, ce qui est pas convenable. Mais moi, à l'heure actuelle, l'interprétation que j'en ferais, c'est qu'une ASBL n'est plus, il n'y a rien de péjoratif à ce que je vais dire, hein, mais n'est plus cet organisme qui était là pour donner la soupe du dimanche aux sans-abri. Mais la SBL peut être là pour entreprendre, je pense, et pour être dans cet entrepreneuriat. Maintenant, il faut rentrer dans les cases. Il faut avoir un but culturel, éthique, social, etc. Je sais qu'on pourrait, par exemple, donner des prestations juridiques en ASBL, dire que c'est pour l'accès à la justice, par exemple, avec des prestations moins chères. Le coiffeur, pareil. On est un peu... On marche sur des œufs, mais c'est embêtant. Ce qu'il faudrait, c'est aller voir les travaux préparatoires pour voir ce qui s'est dit. Les travaux préparatoires, on voit ce que les gens pensaient avant de créer la loi. Donc il faut savoir que lorsque vous faites une recherche juridique, il faut toujours agir en 3 étapes. La première étape, c'est la loi. Il faut aller voir ce que dit la loi. La loi, c'est le plus important. Après, il faut aller voir la jurisprudence. La jurisprudence, c'est ce que les cours et tribunaux ont décidé de l'interprétation de la loi, comment ils l'appliquent. Et ensuite, à la fin, on peut aller voir la doctrine. La doctrine, c'est juste un mot compliqué pour dire que c'est des gens, des juristes, qui vont écrire, interpréter le droit. Mais il faut savoir que leur voix n'est qu'une interprétation et que le plus important, c'est la loi. Point. C'est toujours comme ça. Si vous avez un problème avec le droit, c'est toujours comme ça que vous devez aller voir. La loi, donc la loi, elle se trouve dans les codes et les arrêtés royaux. La jurisprudence, vous pouvez en avoir l'accessibilité si vous allez par exemple au SPF Justice à Bruxelles. Il y a une bibliothèque. Il faut aller sur des bases de données. Strada, Juridat, Jurisquare. Vous tapez des mots-clés et vous retrouvez de la jurisprudence. Sinon, c'est dans des bouquins, mais c'est compliqué parce que c'est fait d'une telle manière que c'est pas accessible à tout le monde. Et ensuite, il y a la doctrine. La doctrine, vous cherchez un bouquin d'un auteur, voilà, il a écrit sur quelque chose, vous regardez son avis, et ça sert de... En fait, la doctrine, c'est comme une dissertation. Hein. Une dissertation, vous avez les faits, donc c'est la loi. Après, vous allez l'appuyer de différentes choses. Le premier appui que vous allez avoir, c'est de la jurisprudence. Et l'appui... après, qui est plus superficiel, c'est ce que les gens ont pensé de cette loi. Mais additionné, ben, vous avez une bonne disserte, un bon plaidoyer devant le juge. Voilà, c'était une petite parenthèse, hein, mais comme ça vous voyez un peu. Alors l'association de fête, c'est un peu le petit club du village. Et la fondation, c'est des gens qui mettent de l'argent pour une cause désintéressée et qui donnent une partie de leur richesse pour des causes nobles.